messieurs, à nouveau, bonjour et merci de nous rejoindre pour l'entretien de ce dimanche. Alors, vous le savez, le chef de l'État rencontre les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales le 26 avril prochain. Une rencontre que les responsables syndicaux avaient souhaité depuis l'annonce par Patrice Talon d'augmenter les salaires des travailleurs. C'est d'ailleurs l'ordre du jour de cette séance de travail qui entre, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'organisation de la première session ordinaire de la Commission nationale de consultation et des négociations collectives. Comment les responsables des centrales et confédérations syndicales comptent-ils aller à cette séance de travail? Avec quels arguments? Pour quelles attentes? Nous avons convié à cet effet Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, pour nous édifier sur le sujet. Alors, monsieur Chadaré, bonjour. Oui, bonjour madame le journaliste. J'espère que vous allez bien. Mais je rends grâce à Dieu. Voilà. Alors, monsieur Chadaré, comme je le disais tout à l'heure, le 26, vous êtes attendu au palais de la Marina pour finalement discuter de vive voix avec le chef de l'État sur cette revalorisation des salaires et du SMIC. N'est-ce pas là une bonne nouvelle? Ben oui, c'est dans l'ordre normal des choses que cette nouvelle arrive, parce que c'était tant attendu par tous les travailleurs, puisque c'était déjà annoncé depuis décembre. Et donc l'attente a été longue, mais enfin, le pouvoir s'est décidé. On espère que tout le temps qui a été pris a été mis à profit, n'est-ce pas, pour nous faire des propositions concrètes et allant dans le sens de la satisfaction de cette grande attente-là. Et cette rencontre n'est-elle pas la énième preuve que le sujet tient effectivement à cœur au chef de l'État, puisque dernièrement, lors de la rencontre avec la ministre du Travail et de la fonction publique, vous vous êtes plaint de ce que les lignes ne bougeaient pas. Oui, c'est naturellement cela. Parce que quand on a annoncé en décembre qu'on va revaloriser les salaires dans le secteur public et le secteur privé, tout le monde s'attendait à ce que dans les 2 semaines ou 3 qui devaient venir, c'est-à-dire en janvier, on devrait déjà pouvoir régler ce problème et puis ça devrait prendre effet à partir du mois de janvier. C'est ce que tous les travailleurs attendaient. Bon, maintenant, après, avec le ministre des Finances, il y a eu un débat auquel j'ai pris part sur la télévision béninoise, où j'ai évoqué le sujet. Le ministre avait dit, le ministre d'État avait répondu que la première proposition faite par le comité interministériel a été retoquée et le chef d'État voulait quelque chose de qualité, quelque chose de bien pour les travailleurs. Et donc, ils ont repris, n'est-ce pas, revu le travail qui a été demandé. Et ils ont fini. Donc, sûrement que maintenant, on va avoir quelque chose de bien. On espère que ce sera cela. Puisque le chef d'État veut faire quelque chose de bien. Et nous allons présumer qu'il y aura quelque chose de bien. On va faire confiance. C'est ce que j'ai dit souvent aux travailleurs qui sont un peu sceptiques. Certains sont sceptiques. J'ai dit, écoutez, on va faire confiance. Et il ne faut pas présumer que ça va accoucher d'une souris. La montagne parce va accoucher d'une souris. Parce qu'il y a des doutes qui planent, c'est cela? Oui, parce que les travailleurs, vous savez, sont devenus un peu des Saint Thomas. Depuis un certain moment, on a annoncé on allait revaloriser, on n'a pas revalorisé. Et en fin janvier, ils ont vu, certains, le grand nombre a vu, n'est-ce pas, dans l'application du code portant le compte général des impôts, le grand nombre a vu qu'en appliquant l'ITS, qui ne prend plus en compte la charge familiale, ils ont perdu énormément de l'argent, ils ont vu leur salaire chuter et ça, ils n'ont pas apprécié. Le salaire a diminué pour un bon nombre de travailleurs. Oui, parce qu'ils prennent en charge maintenant leur impôt. Non, c'est parce qu'on ne prend plus en compte dans le calcul des salaires de l'impôt, on ne prend plus en compte la charge, la charge familiale, le nombre d'enfants que vous avez n'est plus en compte. Donc un célibataire et quelqu'un qui a 5, 6 enfants en charge, ils sont traités de la même manière, ce qui n'est pas juste. Parce que la charge de celui qui est... C'est une injustice, parce que celui qui a 4, 5 enfants à charge, il a
il a besoin... Il a fait le choix d'avoir 5, 4, 5, 6 enfants. Non, c'est pas une affaire de choix. D'accord. Dieu a fait l'homme et la femme pour que, eh bien, il féconde le monde. Ça, c'est pas aujourd'hui. Donc, je crois que il y a une injustice parce que on ne peut pas traiter celui qui a moins de charges que celui qui a des charges. Et puis là, on a dit dans cette loi, c'est que, on a dit on veut mettre tout le monde au même pied d'égalité. C'est pas juste. Pour les femmes n'étaient pas prises en compte et tout. J'ai dit non. L'ancienne loi, eh bien, réglait déjà le problème. C'est-à-dire, dans l'ancienne loi, c'est une seule personne qui est prise en compte dans le calcul de l'impôt, l'IPTS. Si le couple est fonctionnaire, ou bien la femme, on prend en compte les charges familiales dans le calcul de l'IPTS de la femme, ou bien on le fait pour l'homme, mais on ne le fait pas pour les deux. Donc il n'y a pas d'injustice. Maintenant, pour un couple où la femme est peut-être ménagère et l'homme, c'est pour lui qu'on calcule. On tient compte de la charge familiale pour calculer l'IPTS. On a supprimé tout cela et on a fait chuter le revenu. C'est un pouvoir. Les couples où les deux sont fonctionnaires. On le prend en compte pour un, pas pour les deux. Il y a des couples dans lesquels l'homme dit, on fait le calcul au profit de la femme. Donc c'est ça. Et pour le couple où la femme est seule, elle est fonctionnaire, que l'homme n'est pas fonctionnaire, aujourd'hui elle se retrouve dans la même situation. S'il y a 4 enfants ou 5 enfants qui étaient pris en charge, elle voit son revenu mensuel chuter. Donc il y a une baisse de pouvoir d'achat. Il y a des catégories qui ont constaté vraiment cette perte énorme et c'est pas bien. Donc il y avait déjà cette situation en janvier qui a une frustration. On a dit on va augmenter, on va revaloriser les salaires. Les gens s'y attendaient et puis voilà. À la fin du mois, plutôt que cela soit une augmentation, c'est bien une réduction du salaire. Et ça, c'est ça qui fait que les gens sont un peu sceptiques pour dire, est-ce que ce qu'on veut nous donner on a annoncé en parlant de revalorisation des salaires, de SMIC et tout, est-ce que c'est pas cela qu'on nous reprend, on nous prend déjà par la main gauche et pour nous la remettre par la main droite, ça, il y a un peu de pessimisme, mais je demande toujours aux travailleurs de garder leur calme. On va voir un peu ce que le pouvoir veut faire. Et le ministre nous a dit que le chef d'État veut faire bien les choses. Donc, attendons, croyons sur parole ce qui est dit, et le 26 n'est plus loin. Et nous verrons ce qu'on va nous proposer. Et donc nous apprécierons à ce moment, on pourra opiner pour dire mais c'est bien et c'est pas bien, mais voilà. Donc, sur le timing, M. Chadari, sur le timing de cette séance de travail, nous ne sommes plus loin, ou nous ne serons plus loin du 1er mai par rapport évidemment au 26 mai. Est-ce que c'est pas qu'on a vu un peu venir le contenu de vos cahiers que vous allez déposer le 1er mai? C'est possible que c'est un timing bien choisi, parce qu'on sera à quelques jours du 1er mai, et donc l'annonce va être une annonce qui va, on ose espérer qu'il va contenter les travailleurs. Peut-être c'est pour cela que le chef d'État a choisi le 26 avril, donc à quelques jours du 1er mai. Donc voilà, moi je crois que le pouvoir que nous avons ne fait rien sans calcul. C'est un pouvoir, quand vous observez bien le pouvoir du président Talon, tout est fait avec beaucoup de précision, de soins, tout est calculé, quoi. Donc, si on a choisi cette date, c'est évident qu'il y a un timing qui répond à un objectif visé, peut-être annoncer quelque chose pour le 1er mai et contenter les travailleurs. On espère que c'est cela. Moi, je suis de nature optimiste, et donc je ne veux pas peindre les choses en noir. J'attends de voir qu'est-ce qui va être annoncé. Est-ce que ce qui va être annoncé va être bien? Je veux espérer que ce qui va être annoncé va être bien. Donc voilà un peu. Mais ce qu'on peut dire aussi pour cette revalorisation, c'est qu'il ne faut pas seulement penser. Il y a le SMIC, certes, il faut revaloriser le SMIC. D'abord, le SMIC, on a déjà, les bas salaires sont aujourd'hui à 60 000, c'est-à-dire qu'après 60 000, on n'impose rien. C'est 60 000 de 100 francs ou 200 francs, qui peut être... donc, les bas salaires sont déjà à 60 000, le SMIC est actuellement à 40 000.
on espère que le minimum, c'est que les salaires, le SMIC va au moins rejoindre les bas salaires ou dépasser les bas salaires, c'est ce qu'on espère, et que, eh bien, il y ait une hiérarchisation. Une hiérarchisation des salaires, parce que l'autre révalorisation qui a été faite avec une augmentation du SMIC qui est faite par le chef de l'État d'alors, le président Yahi Boni, le gouvernement du président Yahi Boni, on est passé de 31 625 pour le SMIC à 40 000, mais il n'y a pas une hiérarchisation des salaires. Parce que quand vous augmentez, à supposer qu'on passe de 40 000 à 60 000, au même niveau que les bas salaires, mais il faut on doit faire de telle sorte que celui qui était à 60 000 puisse connaître aussi une augmentation. Celui qui était à 80, que tout le monde soit impacté. Peut-être en voyant un peu des tranches pour lesquelles on augmente en tenant compte des pourcentages, de certains pourcentages, au plus pour aller jusqu'au salaire le plus important. Mais il faut que cela soit fait cette fois-ci. Et nous allons veiller à ça. Parce que ça n'a pas été fait la dernière fois. Et maintenant, on va encore passer de 40 000 à, je ne sais pas à combien, à X. Il faut que le gouvernement, on espère que ce comité interministériel qui a travaillé à cela, à l'augmentation des salaires et du SMIC, eh bien, a veillé à cela, nous fera des propositions concrètes pour que tout le monde, parce que la vie est chère pour tout le monde, c'est pas seulement pour ceux qui ont les bas salaires, mais c'est aussi cher pour tout le monde. Donc il faut faire de telle manière que tout le monde, quand on revalorise le SMIC, que tout le monde soit impacté. Et il faut aussi penser à ces jeunes qui sont les plus grands, les plus nombreux. C'est les aspirants au métier d'enseignants qui, n'est-ce pas, ont des salaires dérisoires. On va revenir complètement sur dérisoires. Non, je parle pour l'augmentation, hein, c'est-à-dire qu'il faut, oui, il faut, dans ce cas-là, faire un clin d'œil à ces jeunes parce que le marché est le même pour nous. Le marché est le même pour les femmes des aspirants, les femmes des ministres, les femmes des agents de l'État, agents ACDPE et fonctionnaires d'État. Donc il faut, c'est difficile pour tout le monde. Et donc il faut penser à tout le monde une justice distributive. Je vais y arriver. Voilà, bien avant qu'on arrive, M. Chadari, à vos différentes attentes de cette séance de travail, parlons de cette augmentation de salaire proprement dite. Quelle est l'urgence, quelle est cette urgence d'augmenter le salaire et le SMIC, M. Chadari? Il y a urgence parce que la dernière évaluation, c'était daté de 2011. Donc, vous voyez, 2011 à maintenant, on est en 2022. Donc, ça fait pratiquement 11 ans où on n'a pas vu les salaires augmenter. Et le SMIC en 2014. Donc, depuis 2014 à maintenant, vous voyez, ça fait... C'est la durée que vous considérez? Oui, parce que tous les 3 ans, il faut revoir les salaires, il faut les annexer, les arrimer au cours de la vie. C'est bien cela. Donc, dans les textes, c'est bien clair que tous les 3 ans, il faut 3 ans, 4 ans, il y a une période qui exige de revoir, n'est-ce pas, les salaires. On ne peut pas rester sur une tisane. Pendant que, vous voyez, le coût, en 2011, en 2012, du riz, du maïs, le kilo de maïs et tout, c'est pas aujourd'hui le coût, c'est pas le même coût, ça évolue, donc le bon sens recommande que après un certain nombre d'années, qu'on puisse, n'est-ce pas, voir les salaires. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, il y a la cherté de la vie. Il y a la cherté de la vie, le pouvoir d'achat des travailleurs subit des contre-coups de cette cherté-là. Donc, c'est important d'ajuster, de tenir compte de ça pour augmenter les salaires. Il y a aussi on peut le dire, hein, les taxes, les impôts. Nous sommes un pays essentiellement fiscal, n'est-ce pas? Et donc, on voit qu'il y a des impôts, des taxes qui arrivent et qui font que les travailleurs sont obligés ils sont assujettis à cela. Assujettis à cela, ça diminue le pouvoir d'achat. Donc, quand on met tout ça là ensemble, le coût de la vie, les taxes qui sont là, et puis cette longue durée qu'il y a
depuis 2011 et 2014 pour les salaires et aussi pour le SMIC, il est nécessaire de revoir cela. Donc ça s'impose à nous de revoir cela. Voilà un peu les raisons qui fondent cette volonté des syndicalistes. Et ça, on l'a répété, il faut apprécier la décision prise par le gouvernement à sa juste valeur. Parce qu'à chaque occasion où nous avons rencontré le chef de l'État, les ministres dans la commission, nous avons tous demandé qu'il faut revoir les salaires, il faut revoir le point indiciaire, augmenter le point indiciaire dans le secteur public et revoir le SMIC et hiérarchiser les salaires. Et chaque fois, il y a toujours eu des réticences par rapport au chef de l'État, par rapport aussi à ses ministres, dans la commission, le ministre d'État Biotchane. Mais finalement, je crois qu'ils ont compris qu'il était nécessaire de faire quelque chose, de répondre un peu à l'écoute, à l'appel de ces syndicalistes qui défendent les travailleurs. Et ils ont fait cette option d'augmenter, mais c'est une très bonne chose. Maintenant, on veut voir qu'est-ce qui est dans cette enveloppe, quel va être le contenu de l'enveloppe à mettre à la disposition des travailleurs pour améliorer leur pouvoir d'achat. On vous entend parler souvent de ce point indiciaire. Je pense que c'est 1,25 que vous dites souvent. Quel est son rôle dans le salaire des travailleurs? Le point indiciaire, c'est le coût. Je crois que ça fait 3600, un point indiciaire. On le multiplie par votre grade, votre échelon, et on a je crois, divisé par 12 pour avoir votre salaire. C'est le point indiciaire entre dans le calcul des salaires. Un point indiciaire vaut 3600, 3625, si j'ai bonne mémoire. Et ce point indiciaire est multiplié par votre échelon, votre grade plutôt, par exemple, en catégorie, dans votre catégorie, vous avez un grade donné, et on prend le point indiciaire pour le multiplier par cela, et je crois diviser par 12, on a votre salaire net. Voilà un peu. Et il faut le revaloriser aussi. Il faut revaloriser le point indiciaire. Le point indiciaire à 3000 et quelques, je crois 3600 comme je l'ai dit, il faut le revaloriser. Quand vous parlez de revalorisation du salaire du SMIC, vous les syndicats, on a plus l'impression que vous mettez l'accent plus sur les travailleurs du secteur public et ceux du secteur privé sont plus ou moins omis dans vos différentes actions, puisque ce sont sur les travailleurs du secteur public sur lesquels vous orientez beaucoup plus vos actions. Non, je suis désolé. Je viens de vous dire tout à l'heure que nous allons veiller à ce qu'on hiérarchise les salaires. C'est-à-dire dans le secteur privé. Quand on augmente le SMIC... Vous avez dit que vous allez veiller. Ah oui, mais nous avons... Qu'est-ce que vous avez fait depuis que le SMIC, par exemple, au privé à 40 000, M. Chadari? Je suis tout aise. D'abord, c'est nous qui nous sommes battus sous la gouvernance du président Yahi pour exiger que le SMIC passe à 40 000. Donc, on a pensé aux travailleurs du secteur privé en obtenant cela, de 31 625. C'est bien à la suite d'une grève que on a obtenu cela. C'était les concours frauduleux, et puis on avait mis aussi l'annulation des concours, augmentation des SMIC. Donc on a réussi à cela en 2014, et on a demandé la hiérarchisation dans la foulée. Et avec le Conseil national du travail, c'est le cadre dans lequel il faut discuter, parce qu'il est tripartite, il y a le patronat, le gouvernement, et puis les syndicats. Et chaque fois que le sujet a été mis sur le tapis, il y a eu une réticence du patronat. Nous avons sans cesse, à toutes les occasions, comme nous demandons d'augmenter les salaires et le point indiciaire pour les travailleurs du secteur public, nous demandons qu'il faut hiérarchiser. Il faut augmenter le SMIC, mais on a toujours eu cette opposition du patronat qui dit, le patronat dit, je veux bien faire ce que vous dites, les syndicats demandent, mais il faut que le gouvernement nous accompagne. Nous accompagne par des mesures qui nous facilitent la tâche, parce que si on va hiérarchiser, et ça fait d'autres charges pour eux, les salaires vont augmenter, et donc les charges, l'IPTS et tout cela ça va être un problème ça va être difficile pour eux de pouvoir faire face à cela. Donc il faut que le gouvernement revoie un peu prenne certaines décisions pour leur faciliter la tâche. Et ça va être, le sujet va encore revenir sur le tapis le 26. Si on parle de la hiérarchisation, ce sujet reviendra sur le tapis.
Et il faut qu'à ce moment, nous trouvions les solutions pour que les autres travailleurs du secteur privé puissent profiter. Nous avons toujours plaidé leur cas. Mais on n'a pas, on ne le sent pas vraiment, ben oui, Chadari, puisque si vous parlez aujourd'hui d'hiérarchisation, c'est que vous avez forcément failli quelque part. Non, si c'était pour les travailleurs du public, eh bien, vous mouillez les maillots, vous insistez. C'est un mauvais procès. C'est un mauvais procès. Je ne veux même pas encore un procès, je veux qu'un constat, hein, monsieur Chadari. Ils savent qu'on se bat pour eux. Ils savent qu'on se bat pour eux et qu'on pose leurs problèmes. Ils le savent à chaque occasion, puisqu'on fait des comptes rendus. On fait des comptes rendus des séances que nous avons. Et à chaque occasion, nous évoquons le sujet, mais nous sommes toujours heurtés à ce refus poli des patronats, parce que c'est le patronat qui doit le faire. Le gouvernement doit aider le patronat. Et nous sommes arrivés à un moment donné à demander à la ministre de la fonction publique, prenez vos responsabilités. C'était dans la grande commission. Prenez vos responsabilités. Pourquoi est-ce que le patronat s'oppose à ce qu'on hiérarchise les salaires? Prenez les responsabilités. Et je crois qu'il y a une séance au cours de laquelle le sujet a été encore posé tout récemment. Mais finalement, quand on s'est retrouvé tout récemment dans la commission permanente au mois de décembre, le sujet a été posé et on a dit, il faut qu'on se retrouve, on mette sur pied un comité technique pour voir les possibilités pour l'augmentation du SMIC, pour voir comment il faut faire pour la hiérarchisation. Et un comité a été mis sur pied pour faire le travail. Donc, écoutez, on pense toujours aux travailleurs, à tous les travailleurs. On est défenseur de tous les travailleurs, même des travailleurs du secteur de l'informel. Ce dont on parle, c'est le secteur privé formel. Mais il y a le secteur privé informel ils n'ont pas une certaine sécurité sociale. Donc, il y a du travail aussi qu'on fait là. Parce que nous sommes leurs représentants, des femmes qui travaillent au marché, les vendeuses de marché, ceux qui sont dans l'informel. Mais nous pensons à ceux-là, les artisans et tout ce monde, sont un souci pour nous. Et donc, on parle de tout le monde, c'est pas seulement. C'est un procès que vous me faites dire que nous pensons que aux travailleurs du secteur public. Non, nous sommes là pour eux tous. Je vous rassure, c'est pas un procès. J'évoquais juste un constat et je crois que je vais rester sur ce constat pour dire que même s'il est vrai que vous n'êtes pas économiste, Monsieur Chadari, vous n'êtes pas sans savoir que pour augmenter ce salaire-là, il faut tenir compte, bien évidemment, de plusieurs paramètres pour ne pas se retrouver en difficulté. Toujours également par rapport au secteur privé, il faut bien faire les calculs pour être sûr d'avoir la paix économique et sociale. Est-ce que votre pression n'est pas un peu trop? Vous ne laissez pas le temps au gouvernement de faire ces calculs-là pour ne pas se retrouver dans une posture de ne pas tenir ses promesses? Il ne fallait pas annoncer si on n'était pas prêt. C'est ça. Ils ont annoncé en décembre, nous allons augmenter, revaloriser les salaires. Nous, on attend l'augmentation du SMIC, la hiérarchisation, et aussi la révélation du point indiciaire. Je disais tout à l'heure que le point indiciaire était à 3600 et quelques. L'indice, chaque travailleur, selon son grade et son échelon, a un indice. On multiplie le point indiciaire par l'indice du travailleur divisé par 12 pour avoir son salaire. Donc tout à l'heure, je n'avais pas été clair sur ce que j'avais dit, mais je dois vous dire que si le gouvernement est, n'est-ce pas, à annoncer, on sait le pouvoir du président Talon. Et quand il n'est pas prêt, il ne dit pas. Il ne fait pas. Mais il a dit. Ça signifie qu'il était déjà prêt. C'est ce que nous avons cru. L'intention, elle était. Je pense que c'est le gouvernement, le président Talon, le chef d'État, c'est le maître des horloges. Hein. Il pouvait ne pas. Et quand il est prêt. D'où le fait que j'évoque aujourd'hui les calculs qu'il faut faire pour ne pas se retrouver. Il pouvait ne pas annoncer en décembre. Et le gouvernement pouvait ne pas annoncer. Comme il n'était pas prêt. Mais c'est vous-même parce qui que les conséquences, quand je dis il pouvait ne pas annoncer, ils ont causé un gros préjudice, de gros préjudices aux travailleurs. Quand on a annoncé en décembre comme ça, mais l'inflation a pris coup. Les gens pensaient déjà que les travailleurs avaient une augmentation, les loyers et tout. Certains ont commencé par s'agiter. Et donc, ça fait que les choses ont encore renchéri le coût des produits. S'agiter comment? Ça participait. Non, quand les gens apprennent qu'on a augmenté les salaires, ou qu'on veut augmenter les salaires, mais ils augmentent les loyers. Ils augmentent tout. Ces petites choses que nous achetons augmentent. Et ça agit sur nous. Donc, on avait déjà un problème d'inflation.
Et ça s'est aggravé, notre pouvoir d'achat s'est affaibli davantage avec cette annonce-là. Parce qu'on a encore dû faire d'autres efforts, alors qu'on n'avait pas déjà ce qu'on nous avait promis en décembre. Donc c'est ça un peu. Il fallait donc ne pas annoncer comme ça, attendre quand on est prêt et annoncer. Et puis, je crois même qu'il faut que, ça, on va le suggérer au chef de l'État, il vaut mieux qu'il y ait un cadre formel, peut-être légiféré, où là, on légifère pour dire, de façon périodique, il y a un comité qui est mis en place et qui doit, n'est-ce pas, voir s'il est opportun ou non d'augmenter les salaires ou le SMIC à un moment donné. Il faut un cadre clair et de façon périodique. Et on peut se réunir dans ce cadre-là et constater que on n'a pas besoin d'augmenter les salaires. On n'a pas besoin d'augmenter le SMIC, ça va. Mais le cadre peut aussi constater qu'il faut augmenter. Et le cadre décide, on n'a pas besoin de faire autant de médiatisation autour. Et donc, c'est décidé dans ce cadre qui se réunit périodiquement pour voir ça, pour voir la pertinence ou non d'augmenter. Et si c'est pertinent, on le fait sans même que les gens y aient autant de médiatisation parce que ça cause des préjudices. Dès qu'on dit que on a augmenté les salaires, les gens... On va. Quand on a dit on va, les gens, le Béninois ne comprend pas qu'on va, ils pensent que c'est déjà fait. Ils pensent que c'est déjà fait. Et le loyer, non, ça passe de tel à tel, le loyer. Et donc, ça fait un problème. Et sur le marché, on a déjà complété, on a déjà augmenté votre salaire, donc vous pouvez, les femmes du marché, tout le monde, alors qu'on n'a pas. C'est pas un procès qu'on lui fait, mais c'est que en faisant comme on l'a fait en décembre, ça a créé des problèmes. Et puis les gens attendaient ça en janvier. Et en janvier, ils constatent que c'est pas fait, et ils constatent que leur pouvoir d'achat s'est amenuisé encore avec l'application de l'ITS et non de l'IPTS. Il ne peut pas s'entendre de l'annonce à l'application aussitôt, puisqu'il faut des travaux en amont pour être sûr que tout est en équilibre, M. Chadari. Là, c'est peut-être ils se sont pris dans leur propre euphorie. Ou vous vous êtes pris dans votre propre euphorie, M. Chadari. Quand on a augmenté les salaires politiques, on n'a pas médiatisé. On n'a pas médiatisé, c'est ça aussi. Pour les travailleurs, pour qui c'est quelques miettes qu'on va mettre là-dessus. Mais vous choisissez les médias pour pouvoir faire vos revendications. Donc vous ne pouvez pas vouloir au gouvernement. Nous, on ne sait pas ce que gagnent les politiques. Ça a été augmenté. Où est l'intérêt de savoir ce que gagnent les politiques si le vôtre est sur la table, M. Chadari? C'est médiatisé, tout le monde est informé, et puis on n'a pas encore ça. C'est ça qui fait que les gens sont un peu sceptiques. Les gens se disent, qu'est-ce qu'on va... Bon, on attend, il n'y aura pas grand-chose. Il faut rester optimiste et attendre, ça va bien se passer. Moi, je suis de nature optimiste, on verra bien ce qui va être donné, puisque le chef d'État, quand il veut faire bien, quand il veut faire quelque chose, il le fait bien. Il a bien fait pour les hommes politiques. Eh bien, il fera bien aussi pour nous, dans la proportion de ce qui est raisonnable. Je crois que ce qui est raisonnable, il le sait. Et au vu de la situation actuelle du marché, M. Chadari, pensez-vous que cette revalorisation ou augmentation des salaires et du SMIC va changer quelque chose réellement dans le quotidien des travailleurs? Si on ne lutte pas contre l'inflation, ça ne va pas apporter grand-chose. Il faut que le combat contre l'inflation, qui est mené par le pouvoir actuellement, l'injection de 80 milliards, suppression de taxes par ici, réduction de TVA par là, injection, subvention par là. Si c'est bien mené, bien suivi, ça va faire chuter les choses. Je crois que légèrement, on constate déjà que ça chute un peu. Mais si c'est bien suivi, qu'il y a l'inflation, que l'inflation baisse, ça va. Donc vous êtes convaincu au moins maintenant que le problème il n'est pas que béninois, il est mondial. Ça, je veux me rassurer. Je suis d'accord que c'est une conjoncture mondiale, mais chacun se bat dans son pays pour régler les problèmes. Il y avait déjà des difficultés. Le pouvoir d'achat était déjà très faible avant, n'est-ce pas, cette conjoncture internationale, conjoncture mondiale. Donc c'est vrai qu'on peut, n'est-ce pas, se réfugier dans cet argument pour dire c'est partout, c'est vrai, mais en même temps, on avait déjà des problèmes de pouvoir d'achat et on n'a pas augmenté les salaires depuis 2011. On n'a pas fait changer le SMIC depuis 2014. Ça, c'est des réalités. Donc, et quand on annonce, il faut le faire. Et nous, on attend cela, tout le monde attend cela. On attend le 26 avril avec une impatience. Tous les travailleurs attendent avec impatience ce 26 avril pour voir. Et j'espère que tout le monde va trouver
satisfaction. On comprend votre impatience, Monsieur Chadari. On ne peut vous en vouloir puisque l'attente peut-être a été un peu longue pour vous. Mais vous avez parlé tout à l'heure du pouvoir d'achat. Quand c'est une relation de chaîne, Monsieur Chadari, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a quand même émis des actions pour conserver les produits dont on parle de cherté aujourd'hui sur le marché. Mais malgré cela, eh bien, pour raison de spéculation ou raison de profit, nos concitoyens préfèrent spéculer, céder les produits malgré les redevances instaurées. Là, maintenant, est-ce que c'est pas un appel peut-être à nos citoyens, à nos commerçants sur le marché? C'est un combat de tout le monde. Le gouvernement a pris une décision qu'on a appréciée, on a acclamée, mais en même temps, le ministère du Commerce s'est mis au travail. Maintenant, on constate que le ministère du Commerce il joue vraiment son rôle. Mais eux seuls ne suffisent pas. C'est le combat de tous les Béninois. Parce que les Béninois doivent pouvoir suivre et dénoncer. Il y a des gens qui sont sérieux, il y a des commerçants qui disent des choses justes. Ils disent, on a acheté cela à un moment donné où tout était cher. Mais le problème, c'est quand est-ce qu'ils vont finir de céder le stock? Ça, c'est il y en a qui disent, grosse problématique. Tout le monde n'est pas, mais il y a parmi eux des véreux, commerçants véreux, ceux qui sont prêts à faire de la spéculation et créer des pénuries artificielles et vendre, n'est-ce pas, dans les coulisses, ce qu'ils refusent de vendre au prix qui a été le prix qui a été fixé par le gouvernement avec les subventions, avec la baisse de la TVA. Donc, c'est tous les Béninois qui doivent, et ça j'en appelle à tous les travailleurs, à tous les Béninois, il faut dénoncer. Il y a un numéro qui a été mis en place par le ministère du Commerce. Il faut dénoncer. Si on constate que les gens, ils veulent non seulement profiter de ce qui a été pris comme les fonds qui ont été injectés pour faire baisser les choses, et en même temps ne pas baisser, avoir doublement bénéfice, il faut les dénoncer. Moi, quand j'ai une occasion, mais je dis, j'appelle. Je menace parce que on est allé dans une cimenterie où, dans cette cimenterie, le monsieur, j'ai eu l'information, je suis allé pour aller le rencontrer. Parce que on dit, il y en a pas, mais après, on constate qu'on derrière, on vend 90 000. Et ça, je me suis rendu pour rencontrer, pour lui dire, attention, je vais vous dénoncer. Je vous dénonce. Parce que c'est pas ça. Vous n'êtes pas, c'est pas sérieux. Donc, il y a des gens comme ça. Mais il y a aussi d'autres commerçants qui sont de bonne foi. C'est au cas par cas, il faut peut-être ouvrir un dialogue avec ceux-là qui avaient déjà constitué leur stock au moment où tout était cher. Il faut peut-être échanger avec eux et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que, eh bien, ils ne soient pas aussi, c'est pas des philanthropes aussi, ceux-là. Ils ne peuvent pas acheter à 100 francs et vendre à 80 francs. Ça aussi, il y en a qui sont sérieux. Mais il y a une grande partie, et la grande partie, de gens qui sont des commerçants véreux. On connaît les Béninois. Il faut que chacun joue son rôle, accompagne tous les Béninois, accompagne le gouvernement. Et puis, les Béninois, regardez, pour ce qui concerne les produits locaux que nous consommons, il faut veiller parce que bientôt, dans les autres pays qui nous avoisinent, on a vu les explications qui ont été données. Ça va être encore dur, si on ne fait pas attention. La soudure n'est pas pour, la fin de la soudure n'est pas maintenant. Donc, les produits que le gouvernement dit, nous allons faire un effort pour subventionner les engrais, les intrants. Et donc, il faut que que les Béninois, les cultivateurs, les paysans fassent l'effort de penser que, eh bien, il faut que les Béninois soient rassasiés. Avant que les gens qui viennent chercher avec des prix chauds là. Autrement, d'une manière ou d'une autre, ils vont subir également cette pression. Oui, on subit cette pression. Les gens viennent ramasser les produits. Et ils rentrent dans leur pays avec ça. Ce qu'on a donné comme exemple, on a dit qu'on a fait 1,6 million, je crois, de maïs, mais pourtant, c'est comme si on n'en avait pas. Donc, on doit sensibiliser les paysans pour qu'ils sachent que il faut privilégier la consommation locale, la consommation intérieure à la consommation des gens qui sont hors de notre pays. Tout ça, c'est un travail de nous tous et on espère qu'on va faire cet effort de ne pas privilégier d'abord
l'argent au détriment de notre pays. C'est un effort collégial. Voilà. Vous êtes convaincu aujourd'hui que cette revalorisation, même si elle ne règle pas tous les problèmes des travailleurs, eh bien, va apporter sa contribution et changer un peu le niveau de vie des citoyens? Moi, j'ai bien envie de vous demander, il est vrai, vous connaissez l'ordre du jour de cette séance de travail, mais vous y allez peut-être avec quels arguments ou quelles appréhensions si vous en avez? Que cela reste en deçà de nos attentes. Que ce qu'on nous propose reste en deçà de nos attentes. C'est une appréhension. Vu la situation que traverse le monde, on ne sait pas ce qu'on nous proposera. Et vu aussi que le travail a été fait sans avoir discuté avec nous. Le comité interministériel a travaillé en vase clos. Donc nous ne savons pas. On n'a pas échangé, on aurait pu échanger avant de faire proposition au gouvernement, au chef d'État, mais bon, ça n'a pas été fait. Donc on ne sait pas, les appréhensions, c'est qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qu'on veut nous proposer. On ne sait pas, est-ce que ça va nous satisfaire? Est-ce qu'on va tenir compte de tous les paramètres pour faire des propositions concrètes, pour trancher, parce que le chef d'État va décider de trancher. Et nous allons lui dire ce que nous pensons. Donc, on y va en espérant que nos attentes seront satisfaites, mais en même temps, on y va en nous disant, on y va avec un argumentaire. Nous avons notre argumentaire, mais on y va en nous disant, c'est possible que ça peut être aussi encore un rendez-vous qui n'aura pas donné totalement satisfaction, parce que on peut alléguer de certaines réalités. Vous avez tout à l'heure parlé de la conjoncture mondiale, la conjoncture internationale et tout, et pour dire, écoutez, voilà, et ça va rester, les propositions qui sont faites, si elles restent en deçà de nos attentes. Parce que nous, on souhaite vraiment voir le point indiciaire au minimum à 30%. C'est ça. C'est possible, M. Chadari, n'est-ce pas un peu trop demandé? Nous voulons voir le SMIC au minimum à 60 000, 70 000, 80 000, si on le pense, si c'est possible. Mais c'est ça qu'on souhaite. C'est un plancher que nous souhaitons. Du souhait à la réalité, à la possibilité, à la faisabilité. Vous devez être aussi réaliste, M. Chadari. Pour nous, compte tenu pour nous là, quand on met tous les éléments, on les prend, tous les éléments, quand on prend tous les éléments en compte, pour le SMIC, on ne peut pas faire. C'est le plancher, c'est-à-dire le minimum. Encore que c'est pas ça, c'est 60 000 francs. Pour le point indiciaire, là, quand on met tous les éléments, le minimum qu'on puisse faire pour que ça, n'est-ce pas, ça reçoive l'assentiment des travailleurs, et ça permette aux travailleurs de pouvoir être bien dans leur peau, dans leur chair. Le plancher, c'est pas le plafond, hein. Le plancher, c'est 30%. C'est ça qu'on attend. Maintenant, on ne sait pas ce qu'on va nous donner. Est-ce à dire que si c'est moins, vous ne le prenez pas? Oh, mais on va écouter, on va discuter avec le gouvernement. On verra bien ils vont avancer leurs raisons, nous avancerons les nôtres. Et nous ne sommes pas des apatrides aussi, hein. Nous sommes dans un pays où il y a les réalités. Je vous demandais d'être aussi réaliste dans vos souhaits. Oui, mais c'est ça le réaliste, hein. Je n'ai pas dit multiplier les salaires par 2. J'aurais pu dire multiplier l'indice par 2. 3600 et quelques multiplié par 2 pour que le point indiciaire devienne 7000. J'ai dit il faut augmenter de 30% pour que le point indiciaire là, qu'on multiplie par notre indice réel, l'indice que nous avons. Maintenant, il y a d'autres problèmes qui nous attendent aussi. Parce que ça, c'est un pan, la cherté de la vie et l'augmentation des salaires, mais il y a les rappels des travailleurs. Les rappels des travailleurs. Nous allons le poser. Les gens sont allés à la retraite, on leur doit des rappels. Les gens sont en activité, on leur doit des rappels. L'État doit énormément aux travailleurs. Et donc, nous souhaitons qu'on puisse payer ces rappels qui sont dus là. L'autre chose, c'est que nous ne sommes pas payés à l'indice réel. Quand est-ce que le gouvernement va payer à l'indice réel les travailleurs? Ça, je vous dis, moi qui suis ici, je ne suis pas payé à l'indice réel. Je suis fonctionnaire de l'État, mais je suis payé à un indice, l'indice qui est à petit là de 4 ans. De 4 ans. Alors que on est déjà en 2022.
Quand est-ce qu'on va nous payer à l'indice réel? Nous allons poser ces problèmes, les problèmes de travail, nous pourrons discuter. On peut sortir de ces échanges parce que c'est une commission de négociation, en ne trouvant pas toutes les solutions concernant ces problèmes, mais il faut qu'on trouve et on puisse que la discussion continue pour que, au cours de cette année, enfin, les gens le rappellent. Les gens attendent le rappel. C'est pas possible. Les gens sont à la retraite. Il y a l'indice réel. Comment on fait pour que tous les 2 ans, un effort est fait par le ministère de la fonction publique, où on commence par sortir de façon là, on sort les actes, mais on doit encore mieux faire. Les actes sont sortis, mais les gens ne sont pas payés à l'indice actuel, l'indice réel. Donc c'est un problème parce que le ministère des Finances est dans un jeu, dans un rôle où il faut pas sortir beaucoup d'argent pour payer les rappels. On avait discuté avec le ministre des Finances, on a dit 1 milliard, $1 milliard payer, par mois. Monsieur Chadaré, vous êtes dans la fonction publique. Oui, mais l'État doit, il faut payer. Il faut payer parce que l'argent est dévalué. Ce qu'on doit vous donner il y a 6 ans, il y a 8 ans, c'est peut-être en 2024 que vous prenez, le prix du ciment, il y a 6 ans, 8 ans, n'est pas le prix du ciment maintenant. Vous le savez bien. Les choses coûtent de plus en plus cher. Vous savez que les Béninois aiment vivre chez eux. Chacun veut avoir son chez-soi. Et sous son toit là, il doit être là. Et il a besoin de faire des choses, de réaliser des choses pour ses enfants et tout. Donc voilà un peu. On va parler de ça. On va souhaiter que les rappels, qu'on décide, on parlait là, que le chef d'État nous dise comment nous paye nos rappels dus aux travailleurs. Mais c'est pas à l'ordre du jour, monsieur. Non, il est vrai que vous devez évoquer il y a d'autres problèmes. Mais oui, c'est pas à l'ordre du jour. C'est une commission de négociation, gouvernement central. Ça, c'est le point qui va cristalliser les échanges. C'est le point principal, mais il y a des points qui nous tiennent à cœur. Nous allons les évoquer. Parce que ceux dont je viens de parler, il y a aussi le recrutement des agents de l'État. On ne recrute plus. Je vais dire, on ne recrute presque pas. Depuis que le pouvoir est là, mais combien d'enseignants ont été recrutés? Combien de gens de santé ont été recrutés? Combien de gens de ministère? Chadaré, vous savez qu'il y a eu au moins 2 recrutements récemment. Mais combien on a recruté? C'est ça que je vous dis. Combien on a recruté dans les ministères? Combien ce sont les candidats même qui ne se sont même pas présentés, monsieur Chadaré, puisque surtout sur le recrutement de la santé, vous savez que des postes sont restés sans candidat. On parle aujourd'hui d'aspirants. Ce que je veux faire observer, c'est que on recrute de moins en moins dans la fonction publique. Et c'est une menace pour ceux qui iront à la retraite dans 10 ans, dans 15 ans. C'est une menace sur les pensions. Nous sommes dans la retraite par répartition, où ceux qui sont en activité cotisent pour ceux qui sont à la retraite. Si on recrute de moins en moins, ça va être un problème pour les pensions. Et on ne peut pas continuer de précariser la fonction publique, le travail dans notre pays. Ça, c'est ce qu'on constate. Aspirant par ici, aspirant par là. Et c'est bon, c'est une situation conjoncturelle, ponctuelle. Si c'est ça, c'est une bonne chose. C'est pas mauvais. On a des besoins. Et on a besoin de 4000, on recrute au moins 1500 dans la fonction publique. Bon, en attendant, pour combler, on va combler avec les 2500. Comment vous reconnaissez qu'il y a des recrutements, monsieur Chadaré? Mais on ne recrute pas. On recrute presque pas. C'est pas la réalité du Non, c'est la réalité. Je suis désolé, mais c'est la réalité. On recrute presque pas dans la fonction publique. On est en train de précariser le travail. Et quand on précarise le travail, c'est pas bon les gens ne sont pas performants, efficaces. Vous voyez, quand je prends les aspirants dans le secteur de l'enseignement, ils sont tous les ans. Est-ce qu'on va continuer tous les ans à être aspirant ad vitam aeternam? Il faut trouver une passerelle pour qu'ils sortent de cette situation. Il faut qu'ils puissent dire, je suis aspirant, c'est un peu comme le service, une sorte de service militaire, 1 an ou 2 ans. Et puis, mais après, il faut qu'on puisse les engager avec un contrat à durée, enfin de longue durée, durée déterminée ou durée indéterminée. Il faut prévoir cela pour qu'ils sortent et qu'ils se construisent une vie, ce sont nos enfants. Mais ils ne peuvent pas avoir une famille, vie de famille, comme ça.
en tous les ans, étant 9 mois. Et puis, Au démarrage du ça. projet, justement, ici, un contrat de 9 mois, Monsieur Chadari. Oui, mais ça règle le problème des choses, de la présence dans les classes. C'est une bonne chose. Ce qui est positif dedans, c'est qu'on a les enseignants dans toutes les classes. Ça compense un peu la pénurie. Mais est-ce que ça va être tous les ans que je suis aspirant cette année? L'année prochaine, je suis aspirant. Payer sur 12 sur 12, M. Chadari, en l'état, est-ce que c'est réaliste selon vous, M. Moi, je ne parle même pas d'abord de payer 12 sur mois. 12 sur 12. C'est ce qu'on souhaite. Puisque quand vous leur proposez qu'on les recrute un contrat, ça veut dire 12 sur 12. Sortir de on ne doit plus les appeler aspirants. Ils sortent de cette situation. Quand ils ont fait 1 année ou 2 années d'aspiranat, il y a une passerelle pour devenir contractuel à durée indéterminée ou déterminée. Si on veut d'abord déterminer avant d'aller à durée indéterminée. Il faut pouvoir faire cela pour qu'ils se disent, ouf, je peux avoir une vie de famille, avoir une femme, avoir des enfants, avoir un toit, faire un projet de vie. Ils n'en ont pas. On ne peut pas faire un projet de vie comme ça. Nous aussi, on est passé par là. Moi, j'ai vécu cette situation. Vous la préférez dans le cadre qu'on les appelle plutôt vacataires, avec leur situation de vacataires? Non, pas vacataires. Est-ce que c'est pas étape par étape, puisque vous n'êtes pas à savoir que ces personnes-là, qui entre-temps étaient des contractuels, comme vous les appelez, aujourd'hui posent des problèmes de reclassement et autres. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller pas à pas pour ne pas se retrouver dans des situations qu'on a connues par le passé, M. Chadari? Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai apprécié qu'on règle le problème de la pénurie de façon ponctuelle en prenant des gens qui sont à payer parce que ils sont payés pratiquement à la tâche, 9 mois sur 12 et tout. Encore que c'est le souhait, c'est de leur donner 12 mois parce qu'on ne peut pas comprendre que tous les agents de l'État, avec tous les enseignants, font 9 mois. Mais ils sont payés 12 sur 12. Ceux-là, on ne leur donne pas 12 mois sur 12. C'est catégorique, mais pas ça catégorique peut en matière ça peut être une situation conjoncturelle pour régler un problème ponctuel. Mais il ne faut pas qu'ils s'éternisent, qu'ils s'enracinent dans l'aspiranat. Mais si vous avez fait des enfants qui deviennent aspirants ad vitam aeternam, c'est la catastrophe. Vous ne voyez pas vous-même que tous les ans, ils sont aspirants. Il faut qu'ils quittent cette situation. C'est la position de la COSI Bénin. Il faut créer une passerelle entre, n'est-ce pas, l'aspiranat et la contractualisation pour qu'ils deviennent des contractuels et qu'ils créent une vie de famille. Et non, où chaque année... aspirants, ils sont contractuels, M. Chadari, puisqu'ils ont un contrat. Non, c'est pas un contrat d'aspirant. On a dit aspirant, ils aspirent à... Au métier de l'enseignement. Oui, mais encore que, il y en a qui sont, encore que parmi eux, ce terme qui est utilisé, était utilisé à tort. Parce que s'ils sont sortis, n'est-ce pas, un bon nombre est sorti des écoles normales. Donc, ils sont pas des aspirants au métier, ils sont déjà des enseignants de formation. Ils sont formés pour. Donc, voilà un peu. Je sais que c'est difficile. Le chef d'État, le gouvernement a fait cette option. Mais je pense, parce qu'un jour au palais, nous avons échangé avec le chef d'État pour parler d'un peu de ça. Il faut voir un peu comment il faut qu'il quitte cette situation. Ben, il n'était pas contre le principe. Mais il est temps comme ça qu'on commence par voir, puisqu'ils sont dans une base de données, qu'on les a recrutés. Ils ont fait un certain temps, il faut commencer par leur ouvrir la porte de la fonction publique. C'est de ça que je parle, de cette passerelle qu'il faut mettre. Maintenant, en attendant cette année, ils ont 9 mois, il faut faire... Et ils sont payés à temps, il faudrait mettre l'accent dessus, M. Chadari. Ils sont payés à combien ils ont accepté leur contrat. Un contrat, on l'accepte ou on le laisse, M. Chadari. Oui, mais quand vous n'avez rien, comment vous faites? En désespoir de cause, vous acceptez. Au moins, ça tombe à temps, M. Chadari. Ils sont des enseignants qui acceptent un contrat par dépit, par défaut, c'est des contrats par défaut pour eux. Donc, ils veulent quelque chose de plus solide pour eux et pour pouvoir construire leur vie de famille. Ils doivent avoir une vie de famille. C'est important. Moi, j'ai souffert de cela. Quand j'en parle, parce que je suis passé par là. Nous avons eu un moment, quand nous avons fini les études, nous avons vu que sous le président Kérékou, on ne recrutait plus dans la fonction publique. Et nous avons fait nous, on était des préinsérés. Moi, j'ai dit, je n'aurai pas une vie de famille si je n'ai pas une situation stable.
C'est parce que je veux pouvoir assumer, n'est-ce pas, mon rôle de père de famille. Et on a traîné, de 92, on est sorti, c'est qu'à 98 que je suis entré dans la fonction publique. Après les concours d'entrée, le concours des agents de l'État, agents permanents de l'État. Donc, vous voyez, ça agit sur tout votre cursus. Si je vous parle de moi, vous comprendrez. Et il y a beaucoup parmi nous, nos promotions ont vécu ça. On nous payait comme cette situation. Donc, il faut que le gouvernement, je sais que le chef de l'État a dit que son mandat est un mandat social. Ce mandat est social, il a dit, et je veux croire fortement qu'il fera quelque chose pour, n'est-ce pas, les aspirants, et qu'ils sortiront, il trouvera le moyen de créer cette passerelle pour qu'ils aient une situation un travail de longue durée. C'est un peu ça, et je crois qu'il va le faire. Et on va continuer, nous, de lui rappeler cela, c'est une occasion aussi d'en parler ici. Restons dans le registre alors de l'enseignement pour évoquer aujourd'hui comment va l'enseignement quand on parle du volet académique de la chose. Il se porte comme il doit se porter. Hein. Il y a des efforts qui sont faits. Il y a des efforts qui sont faits au niveau de l'enseignement primaire, du secondaire, de l'enseignement supérieur. Pour ceux que j'essaie du primaire et du secondaire, il y a de gros efforts qui ont été faits par les ministres qui sont en place. Le ministre Kapo, le ministre Saliman et actuellement le ministre Kouaro. Les efforts sont faits pour motiver, enfin, pas motiver, pour booster tout le monde. Le corps de contrôle, les CP, les inspecteurs, cahier de charge, feuille de route, qui est corsé. On demande beaucoup plus à ce CP. Et je parle en tant, je le sais parce que je suis conseiller pédagogique dans l'enseignement secondaire. Tout est, vous devez travailler beaucoup plus. Et il y a beaucoup plus d'exigences. Les enseignants eux-mêmes sont suivis, les points sont faits, et dans l'exécution des programmes. Les chefs d'établissement veillent à cela, et le gouvernement aussi, le ministère. Donc il y a des efforts qui sont faits. Ça, il faut reconnaître. Les efforts sont faits pour que... Vous voyez les résultats que nous avons, c'est pas le fait des grèves. Il n'y a pas grève, c'est pour ça qu'on peut ne pas avoir grève pendant des années. Si on ne fait pas ces efforts-là qui ont été faits, si on ne booste pas les acteurs de ces secteurs-là au travail, mais on n'aura pas les résultats qu'on a. C'est tout simplement que le corps de contrôle au primaire comme au secondaire fait du très bon travail. Les enseignants, parce qu'ils savent qu'à tout moment, vous pouvez avoir le corps de contrôle, un passage d'un membre du corps de contrôle, et vous veillez au grain. Les chefs d'établissement aussi veillent au grain parce que, vous avez vu, même si nous avons critiqué cette décision prise par les ministres où on a, après, vous avez un mauvais résultat en tant que chef d'établissement, on vous décharge de la fonction de directeur. Bon, mais quelque part, tout le monde vise l'excellence, monsieur Chadar. Ayant peur de tout est-ce que vous, en tant que conseiller pédagogique, il faut donner les moyens. De surcroît, est-ce que vous acceptez qu'un directeur d'établissement un résultat presque négatif un examen national? Je n'accepterai pas s'il a les moyens. Si on lui donne les moyens de faire le job, s'il a le nombre d'enseignants du primaire dans les classes et que il n'y a pas de classes, même s'il y a ce défaut d'enseignants, les classes les d'examen, on les privilégie. Ça, vous le savez, monsieur Chadar. Oui, mais si vous prenez les classes d'examen, vous n'allez pas avoir un bon résultat si vous ne commencez pas par les autres classes. C'est une chaîne, hein. On vous prend du CI peut-être au CI au point 0 pour vous amener peut-être au kilomètre 15 au CP, au CP au CE1, kilomètre 30, c'est comme ça. Mais si celui qui... le directeur aussi doit être manager, il doit avoir cette capacité managériale de conduire son équipe. Il n'est pas un magicien. Il n'y a pas de magie dans l'école. C'est tout simplement que le travail doit être fait, les programmes doivent être exécutés et le directeur doit avoir les intrants pédagogiques. La subvention de l'État, les moyens pour pouvoir faire vraiment, pour donner, n'est-ce pas, une mission, comme on le dit, vous savez, mission des hommes et des moyens. Donc, quand on a sanctionné, moi, je n'ai pas apprécié, quand on a dit, nous avons critiqué, fustigé ces décisions. Vous avez bien précisé, c'est une sanction, c'est pas une radiation. Non, mais c'était pas juste parce que, avant de sanctionner, il faut que les gens soient dans les conditions pour que vous puissiez les sanctionner. Mais c'est passé. Aujourd'hui, je crois que ça a fait son effet. Ça, quelque part, on a donné les moyens, on a continué de booster tout le monde au travail, on a les résultats. Aujourd'hui, ça va, mais l'école
il y a encore du travail parce que les formations, il faut former les enseignants. Formations continues. Moi, je parle en connaissance de cause. Il faut les former. Parce que vous voyez, il y a plein d'enseignants, quand vous prenez les aspirants, c'est la grande partie. Ils sont la majorité du corps enseignant. Mais ils viennent parfois avec des diplômes qui sont des diplômes de faculté. Et nous sommes dans l'approche par les compétences. Et donc ils vont se procurer des cahiers par ici, par là, ils peuvent faire la plus belle femme, vous connaissez la suite. Donc ils ont besoin d'être formés. Il y a les animations pédagogiques, n'est-ce pas, hebdomadaires, certes, mais ils ont besoin d'une formation continue. Nous-mêmes enseignants là, qui sommes agents de l'État, et choses là, CDPE, nous avons besoin d'une formation continue. Et ça, c'est des moyens, il faut mettre les moyens. Mais quand on dit cela, le gouvernement se dit, ça fait déjà beaucoup d'argent pour l'école. Il faut former pour on veut avoir les résultats. Il faut revoir aussi l'école pour l'orienter. Bon, le gouvernement a commencé à le dire. Et on va voir, il faut privilégier l'enseignement technique. Ça, c'est une bonne chose. L'enseignement agricole, les écoles techniques et agricoles. Ben, c'est un programme très ambitieux que le gouvernement du président Talon a annoncé. On espère que ça va être une réalité. Parce qu'on ne va pas continuer de former des gens qui vont se retrouver au chômage. On forme pour le chômage. Et vous avez de grands enfants à la maison qui continuent de vous tendre la main. Ils ne peuvent rien. C'est ça. Donc il faut, non seulement pour le secteur enseignement général, former, donner les moyens. L'enseignement technique, il faut recruter, parce que ça, c'est une option aussi qui a un coût. Il faut recruter des professeurs de l'enseignement technique, des collèges, des lycées agricoles, des lycées techniques, il faut les recruter, les former. Et ça a commencé. C'est pour ça que les enseignants sont en formation actuellement pour pouvoir former à leur tour c'est pas encore le grand nombre. C'est déjà un début. C'est progressivement. C'est déjà un début, on apprécie. C'est un début. Mais il faut aussi le plateau technique. Parce que l'enseignement technique, c'est pas... D'ailleurs, que dans les écoles enseignement général, il y a problème de bibliothèques et tout, parce qu'il faut, si on veut donner les moyens, il faut des bibliothèques dans ces écoles-là. Mais dans l'enseignement technique, on a besoin d'un plateau technique important. Parce que le matériel, c'est pragmatique, ils font du travail pragmatique. Une formation sur la pratique avec donc si ça coûte énormément cher. Donc il faut que le gouvernement mette les moyens aussi. Ils ont fait cette option. Il faut qu'ils mettent les moyens dans les écoles techniques, dans les écoles agricoles. Il faut qu'on voit que les gens ont tout ce qu'il faut pour effectivement travailler, parce que ça, on ne peut pas faire de la théorie dans ces milieux-là. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour l'école. Il va coup-ci, coup-ça, ça c'est pas mauvais, mais on peut mieux faire. On a besoin de renforcement pour les professeurs. On a besoin aussi de matériel de travail, aussi bien dans l'école, dans l'enseignement secondaire général, il faut les livres, la bibliothèque, il faut dans l'enseignement technique, le matériel de travail, les laboratoires dans les écoles générales, les écoles d'enseignement général, c'est la même chose aussi dans l'enseignement technique. Donc c'est ça. Vous avez évoqué tout à l'heure cette difficulté qu'est le chômage après la formation, mais est-ce que cela n'est pas plutôt dû au curricula d'enseignement en réalité, puisque nous formons pas vraiment en matière de formation professionnelle. Heureusement, aujourd'hui, le gouvernement a une politique pour valoriser la formation technique, mais est-ce qu'on ne doit pas tendre vers cette formation professionnelle pour penser à amoindrir un peu ce mais les curricula ont été revus. Je suis en train d'aller dans un lycée technique tout à l'heure. Il y a eu un peu avant les vacances, ils se sont retrouvés à Boycon pour revoir un peu les curricula. Donc c'est sur le point d'être adopté, si ce n'est pas encore adopté, mais c'est revu. Donc pour les adapter aux réalités. Je crois que quelque chose est fait dans ce sens-là aussi. Mais on a comme l'impression, M. Chadari, que vous vous plaisez un peu bien sous le gouvernement en place. Est-ce qu'il a su détecter ou il a su réellement maîtriser vos problèmes pour que vous vous sentiez à l'aise, puisque cette génération à laquelle vous avez appartenu nous a fait voir de toutes les couleurs, M. Chadari?
Oui, ben, vous savez, l'enseignement, l'école a des problèmes qui ne peuvent pas être réglés du jour au lendemain. Ça a besoin il faut faire l'option n'est-ce pas, de réformer les réformes. Il faut aussi faire l'option de mettre beaucoup de moyens. Donc ça, on ne peut pas se complaire avec ce qui est fait maintenant. Il y a des efforts qui ont été faits, mais l'option qui est faite que nous apprécions, les écoles techniques, mais il faut faire de telle manière que les gens aient les possibilités de pouvoir faire le travail comme ils doivent le faire. Il faut penser, n'est-ce pas, à réformer, mais réformer en le faisant avec les acteurs. Parce que généralement, c'est ce qui fait, il y a des réformes qui sont faites, on reste entre quatre murs, et puis bon, après, on constate que cette réforme-là, ça n'a pas son sens. On a vu une décision qui a été prise quelque part. On a dit, désormais, il faut que les élèves, les chefs de classe, les responsables de classe signent les cahiers de textes, co-signent avec les professeurs. Ça, on n'est pas à l'université, par exemple. C'est des choses qu'on doit penser. On a dit, il faut pas l'utilisation du portable et tout ça. À l'école, mais peut-être, il faut réfléchir, c'est vrai que le portable, il peut gêner, mais en même temps, il peut être aussi un moyen, un matériel de travail dans les classes. Il faut penser les choses. Si vous ne pouvez pas régler cela, vous pouvez trouver d'autres moyens pour qu'ils puissent faire des recherches. Si vous supprimez que vous ne mettez pas, vous ne créez pas, la nature a horreur du vide, vous le savez. Donc, ils ont besoin de ça, parfois. On a besoin d'aller chercher les choses sur le champ, en classe. Donc, de toute façon, il faut trouver la formule la bonne. Parce qu'on sait que le téléphone pour les enfants, moi je suis d'ailleurs contre que l'enfant ait le téléphone en classe, parce qu'il veut faire ce qu'il veut faire, mais il faut trouver les moyens. Quand on prend des décisions, il faut trouver des palliatifs. C'est ça. Et parfois ça manque. Ça manque dans ce qui est pris parce que c'est pris sans avoir discuté avec les acteurs eux-mêmes. C'est le gros problème du gouvernement du président Talon, c'est que on a le sentiment qu'ils ont déjà dans la tête ce qu'ils veulent faire et ils ne veulent pas discuter de ça avec les acteurs. Mais vous avez des occasions, M. Chadari. On a un cas de concertation. Non, mais je vous dis, on a toujours appelé ça au chef de l'État. Et ce qu'il allègue, c'est que il veut le faire sans nous parce que les gens pourraient dire que nous sommes les décisions douloureuses qui sont prises, nous sommes complices de ces décisions douloureuses. Ils veulent assumer ça parce qu'on dira que mais les syndicalistes ont participé aussi à ces décisions et c'est pas bon pour nous. Mais il vaut mieux que nous-mêmes on puisse être associés, qu'on échange, qu'on voit la pertinence et qu'on assume aussi. C'est une décision, ça va être une décision collégiale. Donc c'est un peu l'objectif, ce qui fait qu'ils ont leur plan, ils font ce qu'ils veulent faire. Voilà maintenant la révalorisation dont on parle. Il y a eu révalorisation en 2011, mais il y a eu une discussion. Bon, chacun a son style de gouvernance. Hein. Avec Yahi, c'était pas comme ça. Il y a eu des discussions en même temps et puis ça a été réglé. À l'Infosec, c'est à l'Infosec. Mais ici, on a mis un comité. Et le comité a pensé, et puis bon, on nous appelle pour nous dire voilà, c'est un peu ça. On n'a pas été, écouter. On n'a pas été, Chadari, on n'a pas été associés. Si, puisque vous allez discuter, c'est qu'on vous associe. On nous rend compte de ce qui a été décidé. Vous ne savez pas encore le format de la discussion, de la séance de travail, mais M. Chadari. C'est le style de gouvernance de chacun. On va vous présenter peut-être les travaux et prendre votre avis. Vous n'en savez rien. Mais si on sait que on va nous dire ce qu'on a, les résultats, on sait que c'est les résultats qu'on va nous donner. Est-ce qu'il y aura la possibilité de pouvoir impacter ces décisions-là? Les résultats, est-ce qu'il y a la possibilité de pouvoir infléchir si on n'est pas d'accord? J'espère, c'est ça un peu quand vous avez parlé tout à l'heure d'inquiétude, des appréhensions. Est-ce qu'on pourra faire des observations qui vont être prises en compte? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va nous être jeté? Et bon, donc ça aussi, les travailleurs se disent, ils le disent, hein, on ne négocie pas au palais. J'ai vu sur les réseaux sociaux, il y en a qui ne disaient pas au palais, on va leur donner l'information, puis c'est tout. Et j'ai dû dire, non, attention, on a négocié au palais sous Kérékou. On a eu, hein, les 7 000 francs des anciens, c'est sous Kérékou. On a négocié au palais sous Yahi.
Donc, le président Talon ne fait pas, n'est-ce pas, une exception. Donc, on peut là-bas, bien entendu, obtenir quelque chose. Mais l'inquiétude, c'est que, puisqu'on n'a pas été associé au travail préliminaire, on risque de nous donner l'information. C'est cette appréhension qu'ils ont, que nous avons aussi, mais on se dit, on va discuter avec le pouvoir. Et il y aura le jeu, ce sera le débat. C'est une commission de négociation. Et c'est l'invitation à dire commission de négociation. Donc, eh bien, il devra normalement avoir négociation. Voilà un peu. D'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Chadari, que l'école, l'enseignement se porte très bien. Non, je n'ai pas dit qu'il se porte très bien. Vous avez dit qu'il se porte au mieux. J'ai dit relativement. Vous avez dit qu'il se porte au mieux. Mais qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce secteur. Il faut que vous compreniez. J'ai dit, bon, il y a des efforts qui sont faits avec ce pouvoir. Aujourd'hui, l'école est envahie par des gens qui ne sont pas, n'est-ce pas, du secteur, ou bien qui sont du secteur, mais qui sont dans la précarité. On a précarisé la fonction enseignante. C'est un gros problème pour l'école. Même si le corps de contrôle travaille à bousculer les uns les autres, mais on a précarisé. Donc c'est un gros problème qu'il faut régler. Il faut régler le problème du matériel, les laboratoires, les bibliothèques. C'est ça. Il y a de gros problèmes. Si on veut que l'école se porte bien, comme vous pensez que il faut faire... Je vous ai entendu dire qu'elle se porte au mieux. D'accord, vous rectifiez. Non, pour moi, il y a eu des efforts. Je parlais par rapport aux résultats que vous avez, les derniers résultats des examens. On a vu, il y a de bons résultats. On a dit, c'est parce qu'il n'y a pas de grève. J'ai dit non. Si on pouvait faire grève, on peut ne pas faire grève pendant 2 ans ou 3 ans, ou même pendant une année scolaire, vous allez avoir de mauvais résultats. Le passé est là pour nous édifier. Il y a des années où nous avons fait, il n'y a pas eu de grève, mais il y a eu de très mauvais résultats. C'est tout simplement ici qu'il faut féliciter le corps de contrôle et les enseignants et l'administration et les parents d'élèves. Il y a une conjonction d'efforts qui explique les résultats que nous avons eus. On espère qu'on les aura encore cette année. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a de gros problèmes dans le secteur. De gros problèmes. Il faut travailler à régler les problèmes. Au nombre des problèmes, il faut recruter les enseignants. Il y a les problèmes de formation. Il faut faire des formations de longue durée pour que les enseignants... Il faut mettre le matériel de travail. C'est tout ça, là, hein, c'est un ensemble de choses. Et il faut faire aussi changer de cap. Est-ce que tout le monde doit aller au bac? Tout le monde ne doit pas. Est-ce qu'il faut réfléchir? On a commencé peut-être. Est-ce que tout le monde doit aller au bac, aller à l'université? Il faut penser au système de telle manière que on détecte chez l'apprenant, dès les bas âges, les premières classes. On voit ce qu'il a comme potentiel. Dans un tel secteur, c'est peut-être un artiste, on peut le découvrir. Hein, ça peut être quelqu'un qui a une vocation. Sa vocation peut être détectée plus tôt. Et l'orienter vers le secteur. Plutôt que de laisser partir comme ça. Dans d'autres pays, ça se fait. Donc, c'est ça que je dis. Est-ce que tout le monde doit aller à l'université? C'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose? C'est là, aujourd'hui, on doit arrimer l'école sur la vie active. Mais votre rôle aussi, c'est de faire justement Mais oui, on le fait. À quelle occasion? Puisque quand vous vous retrouvez dans vos cadres de concertation, d'échange et autres, c'est toujours les problèmes des travailleurs. Vous ne pensez pas forcément à l'avenir de l'enseignement, M. Chadari. Non, quand on se retrouve aussi dans les cadres où on nous invite pour parler de réformes et autres, on donne notre avis. Il faut arrimer l'école à la vie active. Il ne faut pas que l'école soit déconnectée de la vie. Quand on forme pour la vie, pour que le travailleur puisse être utile à sa communauté, à sa société. Enfin, celui sur qui le pays a déboursé autant d'argent, que cette formation-là serve à la communauté. C'est ça. Je crois que, comme je l'ai dit, on va voir ce que ça va donner, la priorité qui est faite, d'inverser la tendance enseignement technique et enseignement en général, d'inverser pour que ce soit 60%, et je crois 60% on a dit, 60%, 70% et 30%. Si on peut inverser cette tendance et que c'est bien mené, on verra ce que ça va donner. Qu'on aura au moins de chômeurs, en principe, si c'est bien conduit. Maintenant, si c'est pas bien conduit, l'effet contraire peut arriver.
Voilà un peu. Alors, nous allons consacrer les dernières minutes de cet entretien, M. Chandari, au chapitre politique, puisque vous êtes de la société civile. En politique aujourd'hui, les forces de l'opposition s'affichent. N'est-ce pas un peu ce que vous avez toujours voulu qui se fait actuellement? Il y a toujours une opposition, même si c'est une opposition sur laquelle on pense il y a des choses à dire et à redire, mais on a un qu'on appelle le représentant de l'opposition, il y a une expression, le chef de file de l'opposition. Bon, même s'il y a des choses à redire, il y a l'opposition qui est formelle, il y a une opposition, l'autre opposition qui est l'aile dure, qui est l'opposition mais qui n'a pas pu accéder aux élections et qui, on espère qu'avec les prochaines élections, mais cette opposition va, n'est-ce pas, participer. Je veux parler du parti des démocrates et les autres partis qui n'avaient pas pu prendre part. On espère que tout sera fait pour que en 2023, en janvier bien entendu, que toutes les forces puissent aller aux élections. Toutes les forces d'opposition, qu'il n'y ait pas d'entrave qui empêche les gens d'aller aux élections et que tout ce qui est problème soit réglé et qu'on puisse voir une compétition qui soit une fête. Nous, là, du secteur de la société civile, nous, Béninois, qui n'avons pas part à ces combats politiques pour l'instant, n'est-ce pas? Nous voulons voir une fête en 2023. Et pour ça, que tous les goulots d'étranglement soient levés, que les uns et les autres respectent aussi les textes, fassent l'effort, n'est-ce pas, de respecter les textes et que on rende un peu, on assouplisse, si on voit qu'il y a quelques obstacles, qu'ils se retrouvent entre eux pour qu'on ait des élections qui débouchent sur des résultats fiables et qu'au soir de ces élections, que ce soit une fête. Loin de nous ces cauchemars des dernières élections législatives et présidentielles, on souhaite vraiment ne plus revoir ça. C'était pas très bon pour notre pays. Donc voilà un peu, s'ils ont commencé par s'exprimer, et comme vous l'avez dit, nous constatons, mais bon, vivement que ils jouent vraiment leur rôle et que tout se passe bien. Ce que nous on veut, c'est que en 2023, que les élections ce soit une fête et que tout le monde puisse avoir accès aux médias, faire sa campagne et qu'on ait des résultats fiables et qu'on ait enfin l'opposition au Parlement et que ce soit une démocratie qui ne soit pas un peu avec une assemblée qui est malheureusement restée monocolore. Qui a qui la faute? Mais c'est aux politiciens, je vais dire, la faute. On va finir sur ce débat concernant la liste électorale informatisée. De quoi estime que la confession ne devrait être pas confiée exclusivement aux techniciens? Vous, qu'en dites-vous? Moi, je vous donne ma position là-dessus. Je pense que la liste, tout en matière d'élection, là, tout le processus électoral, ça c'est ma conviction personnelle. On peut ne pas l'accepter, mais c'est cela. Tout le processus doit être confié à des gens qui ne sont pas des partis politiques. Il faut que d'autres puissent arbitrer. Mais c'est pas eux ils sont par ici, par là, c'est eux qui ont, qu'on appelle, rappelez-moi un peu le cadre là qu'ils ont mis en place au Parlement pour les élections, la Sénat, il y a des politiciens dedans, il y a des partis politiques, la même chose pour aussi ceux qui s'occupent actuellement des listes électorales, tout ça, il faut que non, actuellement, la LIL est confiée à l'ANIP. Oui, mais après, qui sont ceux qui prennent le reste? C'est la Sénat. Oui, après. La Sénat ne modifie pas la liste. Oui, et l'organisation même des élections. C'est la Sénat toujours. Oui. Alors, là-bas, qui sont ceux qui sont là? Donc, vous souhaitez que même à la Sénat, qu'il n'y ait aucun politique? Oui, tout le processus, il faut confier cela à la société civile. Les magistrats sont là, les travailleurs sont là. Tout le monde, tous ceux qui ne sont pas des parties prenantes. Il faut que les parties prenantes restent mis de côté pour que le processus soit confié à ceux-là qui ne sont pas parties prenantes, qui ne sont pas candidats.
Il ne peut pas être juge et parti. Les politiciens seront... On ne peut pas être juge et parti. Et ces magistrats et ces députés sont candidats aux élections. Même au sein de la société civile, oui. Il y a des courants politiques. Non, mais M. Chadari. on connaît des gens... Puisque vous allez aux élections, vous votez forcément pour un parti politique, puisque c'est une élection de liste. Oui, je suis d'accord. Mais je ne suis pas candidat. Je ne suis pas partisan, je ne suis pas dans un parti politique. On peut imaginer quelque chose comme ça, la société civile, les religions et tout ça. On peut chercher, on peut créer, on peut confier cela à des gens qui sont... Personne n'est neutre, hein, ça je suis d'accord. Hein, mais on ne peut plus neutre. On ne peut plus neutre. On peut confier cela. Et quand c'est comme ça, on aura moins de problèmes. Quand on donne les résultats, les gens doivent... Mais quand c'est déjà... On constate que pour même c'est pas la Sénat, l'autre cadre là, j'oublie un peu. Mais déjà, il y a des combats. C'était le COSLEPI, mais il n'y a plus de COSLEPI. Tout ça là, c'est différent. Mais il y a une bataille énorme pour prendre la direction. Vous constatez? Mais pourquoi ils veulent prendre la direction? Pourquoi ils veulent avoir tout dans la main? Parce qu'ils savent qu'ils vont faire des jeux. C'est ça. Pas forcément. Ah non, mais c'est ça, on présume. On peut présumer de cela. Donc, il ne faut pas qu'il soit impliqué dans l'organisation des élections. On aura la paix. On aura la paix. Le processus est fait technique. Les résultats tombent. Si les choses se passent comme cela, on aura moins de problèmes. Il y aura toujours des suspicions. Hein. Non, Puisqu'on confie actuellement à la Ligue un technicien, mais on trouve que normalement, il doit y avoir des politiques pour pouvoir. Et les politiques doivent rester à l'écart. Veiller au grain. Je suis pour que les politiques restent à l'écart. C'est les techniciens qui font le travail. Ils font le travail et puis point. Point barre. Il ne faut pas qu'ils soient là pour bourrer, mettre des gens. Il faut qu'ils restent à l'écart. Moi, c'est ma position. Je l'ai toujours, c'est pas du temps du président Talon que je l'ai dit du temps du président Yahi. Il faut faire de telle sorte qu'il y ait des arbitres. On ne peut pas être juge et arbitre. Juge et parti. C'est ça. Les deux, il y a deux qui compétissent. Il faut quelqu'un qui soit, même celui qui l'arbitre du match de football, il a une préférence pour telle équipe, mais il a l'obligation de faire un effort, on ne peut plus impartial. Donc c'est ça un peu. Moi, c'est mon avis. Je crois qu'il faut laisser les techniciens faire le job. Hein. Ils vont faire bien le job. Et plutôt que les politiciens investissent encore ce champ, et pour aller, ça peut nous créer des problèmes parce que chacun voit ses intérêts. Hein. Et ses intérêts, quand c'est comme ça, les intérêts ne sont pas les mêmes, ça peut créer des problèmes. Donc, nous, on ne veut pas de problème dans notre pays. On veut la paix. L'eau, que veut le peuple? C'est l'eau et le pain. C'est ça. Et que les politiciens nous laissent respirer l'air pur. C'est ça. On ne veut pas de problème. Merci à vous, Monsieur Noël Chadari. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la COSI Bénin. Nous sommes en train de finir cet entretien. Je vais vous laisser le temps de conclure avant de partir. Oui, je vous remercie. Cet entretien qui est bien long. Et donc, vous m'avez éprouvé avec les questions. Mais voilà, ça s'est bien passé. J'ai apprécié l'émission. Je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Je voudrais profiter en même temps pour dire, c'est aujourd'hui dimanche, je crois que d'ici quelques jours, nous allons nous retrouver avec le chef de l'État. Je voudrais que tout le monde, tous les travailleurs se croisent les doigts, n'est-ce pas, aient la tête froide, n'est-ce pas, le cœur chaud, et attendent patiemment ce qui sera fait. Et nous allons faire ce que nous pouvons faire pour que, au sortir de cela, qu'on ait quelque chose de potable, acceptable pour les travailleurs. Mais les combats ne s'arrêtent pas là pour les travailleurs. C'est pas l'augmentation. Il y a d'autres défis qui nous attendent. Et ils doivent être prêts, mobilisés pour les autres défis qui nous attendent. J'ai parlé de recrutement, j'ai parlé de la formation, parce qu'on dit les syndicats ne réclament jamais leur formation. Mais j'ai dit, on a besoin de formation. Donc il y a des défis qui nous attendent et qui doivent être prêts pour les autres défis, les rappels et toutes ces choses qui attendent indéfiniment. Que nous puissions trouver un modus vivendi avec le gouvernement. Et je souhaite qu'ils restent. Je les invite à rester mobilisés, pour que les luttes
apporte de bonnes choses pour les travailleurs. Rendez-vous donc le 26 avril, M. Chadari, pour savoir donc ce que le gouvernement vous propose par rapport à la revalorisation des salaires et également du SMIC. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation.